spécialiste en communication corporate et marketing, M. Etoga Messina François, se projette sur l'après-Coupe d'Afrique des Nations, également le développement de l'industrie du divertissement au Cameroun. Bienvenue sur Vue de la Diaspora. M. Etoga Messina François. Aujourd'hui, nous allons parler du football camerounais. La thématique, c'est est-ce que le Cameroun peut-il devenir une puissance, une super puissance du football? Vous êtes dans le domaine de la communication et du marketing. Est-ce que, pour le cas du Cameroun, faut-il investir dans le football? Nous avons le cas de la Chine où, par exemple, la saison des transferts avoisine les 200 millions d'euros. Merci déjà de m'avoir convié à cette émission Vue de la Diaspora. Je suis effectivement Etoga Messina François Wilson, maître en communication et marketing. Je suis diplômé de la promotion Marie Frères Soleil de 2021 à l'ULB. Déjà, la thématique que vous nous mettez en débat aujourd'hui est d'une importance capitale, mais avant, il faut déjà que je vous situe dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la communication et du marketing. Qu'est-ce que le marketing ou la communication apporterait au football africain en général et en particulier au football camerounais? Je dirais déjà développer le ressenti des Camerounais à retrouver une certaine ambiance à aller dans les stades de football, parce que le constat il est flagrant. Les stades sont vides, hyper vides. Dans maximum, ce ne sont que les coachs ou alors les joueurs qui sont sur le banc de touche qui assistent en tant que spectateurs. Mais il faut déjà utiliser le domaine marketing pour travailler au niveau de la population, pour qu'elle retrouve un intérêt à aller dans les stades à nouveau. Et cela se passera sur plusieurs volets que nous développerons au cours de cette interview. La question qui fut posée par Guy Ekwala, c'est une question qui a une certaine acuité dans le monde actuel, et précisément une certaine prégnance dans le football africain. Dans ce sens où on voit le développement exponentiel, pas exponentiel j'ai envie de dire, mais le développement du football chinois qui se base sur différents piliers. Mais est-ce que les transferts constituent la matrice même du développement du football chinois? J'ai envie de dire non, parce qu'il y a plusieurs piliers qui ont été mis en place, comme je disais au préalable. Et dans une certaine mesure, on peut aussi dire oui. Mais je m'attellerai à énumérer quelques piliers qui permettraient de dire en quoi les transferts qui avoisinent les 200 millions d'euros constituent un développement sur un certain niveau. Alors, la Chine, pour développer son football, on peut la situer son développement à partir de 2013 avec la venue de Xi Jinping, le président de l'Empire du Milieu, en 2013. Et un amoureux de football déjà, il va, n'est-ce pas, mettre sur pied une vision qui permettrait à la Chine de devenir une superpuissance dans les années 2050. Et donc voilà que derrière le développement du football, il y a une vision dont le politique encadre même le développement du football dans un pays. C'est pourquoi il faut énumérer ici la volonté politique à mettre en place au niveau des différents pays africains qui développent déjà un plan stratégique du développement du football et qui va entrer en corrélation avec le développement au niveau organisationnel, au niveau de l'Africafoot par exemple au Cameroun, qui doit être en cohésion ou bien en collaboration avec la superstructure. Il ne faut pas, n'est-ce pas, une dichotomie entre les deux plans, parce qu'il faut que les deux cohabitent, les deux coexistent, les deux aillent dans le même cheminement, dans la même vision. C'est pourquoi on ne saurait avoir un président d'une fédération qui est en total déphasage avec la pensée du développement du football au niveau national.
Donc il faut une certaine collaboration. Au niveau chinois, ce qui est à mettre en lumière ici, c'est en 2015, disais-je, il publie le programme du développement de la réforme du football chinois. C'est la matrice même qui place les fondations du développement du football chinois. Et sur cette matrice, il y a 3 piliers sur lesquels ils essayent de mettre l'accent. C'est d'abord le système de formation qu'ils vont revoir. Vous allez voir qu'à ce niveau, ils vont aller recruter d'excellents formateurs au niveau européen pour venir leur donner une certaine science du football, de la pratique du football, développer de nouveaux mécanismes dans la gestion, le management de leur football ou alors de l'encadrement de leurs citoyens chinois. Et développer aussi l'amour même de ce sport qui n'est pas culturel au niveau chinois. Par exemple, si je fais le parallèle au Cameroun, le football, on n'a pas besoin de développer cela, c'est inné dans chaque Camerounais. Le deuxième pilier, c'est faire progresser l'équipe nationale sur le plan international. Ici, vous voyez que c'est le politique qui a pensé à mettre en place une politique qui permettrait de développer ce secteur d'activité qui est considéré aujourd'hui comme un soft power dans la géopolitique mondiale. Donc la Chine aujourd'hui, qui est considérée comme une superpuissance, ne saurait être le petit poussin au niveau footballistique. Il faut donc qu'elle développe cette attractivité-là et qu'elle montre ses muscles, j'ai envie de dire, dans ce domaine-là, sans toutefois et essayer de rivaliser avec j'ai envie de dire, les États-Unis, il faut le dire. En tant que spécialiste en marketing, nous savons que les droits télévisés en football sont très importants pour le football. Nous savons également que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 au Cameroun n'en bénéficient pas. En Europe, 748,5 millions d'euros de droits de télévision. En Angleterre, 3 milliards d'euros pour les clubs de première ligue. Que faut-il faire pour y remédier? C'est une autre question à laquelle il faut se pencher. Mais pour la remédiation du football camerounais passe par deux pans, à mon avis, sa structuration et son fonctionnement. Et si au niveau structurel, rien ne marche, au niveau du fonctionnement, rien ne marchera, à part le détournement de fonds. Ouais, ça normalement, ça devrait aller. Mais les droits TV que vous avez évoqués au niveau de la Ligue 1 et la Ligue 2, comment on arriverait à capter cela au Cameroun? Comment est-ce que le championnat camerounais attirerait des holdings au niveau, les holdings médiatiques, j'ai envie de dire. Et cela passe par une bonne organisation, une bonne visibilité, une bonne attractivité de notre championnat. Si à la base c'est foireux comme c'est là maintenant, je ne suis pas sûr que Bein Sport ou alors Canal+, j'ai envie de dire, rien que les deux là, ou même Canal 2 qui est tout à côté, qui s'est battu corps et âme pour accompagner le football camerounais à son corps dépendant, mais ne vont pas mettre un copain pour accompagner ce football. Il est truffé de beaucoup de dénigrement, d'arrêt de championnat, la Coupe du Cameroun qui n'est même pas encore terminé, on ne sait même pas si le championnat il va se finir. Comment un investisseur ou alors un holding médiatique va venir mettre son nez dans un truc qui ne marche pas? Mais si, comme je disais au préalable, la structuration et le fonctionnement vont de commun accord, ça coule, ça va de source, parce que c'est ce qui se fait ici, même au niveau de la Belgique, en France, en Angleterre, les exemples que vous avez donnés. Mais cela repose au niveau de la redistribution maintenant de ces droits TV. C'est sur deux axes majeurs que chaque pays là, ont axé leur répartition. Il y a l'égalité et l'inégalité. Mais dans l'égalité ou l'inégalité, il y a encore trois pendants qu'il faut énumérer. Il y a la parité fixe, que chaque club
aura, peu importe s'il est, je ne sais pas moi quoi, mais il aura sa quote-part, parce que c'est une parité fixe. La redistribution sera faite et il aura sa quote-part. Et elle est identique pour chaque club. Mais maintenant, au niveau de la parité variable, c'est là où il y a encore d'autres paramètres qui rentrent en jeu, tels que la notoriété, tels que j'ai développé au préalable pour un bon fonctionnement du football, qui attire des holdings médiatiques. Mais est-ce que le Cameroun est prêt à ce niveau d'attirer ces holdings médiatiques? Nous travaillons, c'est pourquoi cette interview est faite pour accompagner l'Africa Foot ou le gouvernement dans ce sens. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Vue de la Diaspora. Pour cette émission, j'accueille sur ce plateau M. Toga qui est notre consultant et Mme Brigitte Princesse qui est là pour la première fois avec nous. C'est une première pour vous sur Belgocan 21 TV. Nous allons parler évidemment des influenceurs et des influenceuses. Pourquoi autant de dérives? C'est le thème de cette émission. En tant qu'influenceuse, vous êtes présente dans l'événementiel. Qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, à la base, j'ai commencé avec la communication événementielle parce que c'est un domaine dans lequel j'ai étudié. Et donc, avec le temps, j'en ai fait profiter à ma communauté. Donc, normalement, je suis communicatrice événementielle. Mais bon, avec tout ce qui se passe actuellement, on a tendance à prendre d'autres directions comme celle d'influenceuse, qui est d'ailleurs une direction dans laquelle je suis en train de me former en fait. Je suis une influenceuse en devenir, si je peux dire ça comme ça. Et Monsieur Toga, quelle est l'appellation influenceur, influenceuse? Pour vous, c'est une appellation sociologique qui a sa place? Naturellement, ça a sa place parce que c'est des entrepreneurs en fait. C'est des entrepreneurs, en langage technique, on les appelle des freelances. Et donc, ouais, c'est une activité lucrative et ouais, ça nourrit son homme, on va dire. Pour certains, hein. Bon, quelle est l'attitude que devrait normalement avoir une influenceuse de web? L'attitude dépend, je pense, de l'éducation. Ça dépend de deux éléments pour ma part. De l'éducation et de ce qu'on recherche sur les réseaux sociaux. De l'éducation parce que bon, il y a des gens qui ont eu une éducation, par exemple, assez chrétienne et d'autres qui ont eu une autre éducation un peu moins éthique et morale et qui font vraiment autre chose que le contraire de ce que les autres font. Donc, les influenceurs de nos jours, c'est soit ils viennent pour se faire de l'argent, être entrepreneurs et freelance comme il a dit, soit ils viennent juste pour avoir des followers et avoir des gens qui s'intéressent à eux. Parce que moi, pour ma part, beaucoup d'entre eux sont peut-être parfois, je veux le dire comme ça, à la recherche d'un amour qu'ils n'ont pas dans leur vie réelle. Et les followers, c'est toutes les personnes qui like et qui commentent et tout. Ces personnes deviennent en quelque sorte leur amour, leur famille en fait. Donc ça dépend, pour ma part, l'attitude qu'un influenceur adopte sur les réseaux sociaux dépend d'une part de son éducation et d'une autre part de ce que la personne vient rechercher sur les réseaux sociaux. Ça dépend. Monsieur Toga, c'est une attitude parfois mal perçue pour certains. Ouais, mais je pense que là, il faut d'abord contextualiser l'attitude. Parce que je ne pense pas que les influenceurs occidentaux, j'ai envie de dire, ont la même attitude que ceux de l'Afrique. Et quand maintenant on parle d'attitude, est-ce qu'on intègre le comportement tel que le décrivait? Oui, maintenant, c'est un peu problématique de parler des influenceurs africains. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Mais africain, pas, disons, pour moi, camerounais, je dirais, parce que honnêtement, moi j'ai un œil vraiment sur les anglo-saxons comme les Nigérians, les Ghanéens, ils ont une autre attitude. Ils ont vraiment une attitude contraire à celle qu'on a. Moi, je connais des influenceuses que je suis depuis 9 ans, 10 ans, qui aujourd'hui se font de l'argent, qui vivent que de ça. Elles ne sont pas dans les clashs, elles ne sont pas dans les buzz organisés, elles ne sont pas dans tout ce qui est immoral et tout. Elles se font vraiment de l'argent. Et j'ai l'impression que c'est vraiment les anglo-saxons qui ont compris comment se faire du beurre dans cette histoire. Nous, on est un peu plus dans... Il faut créer un buzz pour s'attirer des vues et avoir un revenu de la part de Facebook.
Mais ce n'est pas une méthode qui... Naturellement, c'est pourquoi j'aimerais pour dire que l'élément fondamental pour un influenceur, pour qu'il se lance, c'est l'objet de sa présence même d'abord. Sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'il se qualifie comme influenceur? Si déjà son objet de base c'est créer le buzz à tout bout de champ, ouais, il va se lancer dans ça. Et la négativité qui est aujourd'hui une autorité importante au niveau de Facebook lui permettra de gagner en visibilité et facilement se faire du pognon. Maintenant, dans quelle communauté est-ce que le bad buzz est perçu comme étant un élément fondamental de visibilité? Je pense que c'est plus dans notre communauté, c'est dans la communauté, je dirais francophone. Parce que je parle ici des Ivoiriens, des Camerounais, il y a aussi des Guinéens que je vois souvent, mais les Anglo-Saxons, honnêtement, ils font les choses différemment. Eux, ils sont plus vers le gain. Et l'objet de leur influence doit vraiment avoir une influence positive sur les personnes. Parce qu'on parle d'influenceur, on parle de la personne qui influence, mais il ne faut pas oublier les personnes qu'on influence. Les personnes qu'on influence, c'est les personnes qui nous suivent. Je vais prendre un exemple, c'est peut-être un jeune garçon, une jeune fille qui est dans sa chambre, je ne sais pas, à Bepanda quelque part, qui rêve d'être vous. Et maintenant, votre attitude, il faut que votre attitude permette à cette petite fille d'avoir un rêve, mais un rêve qui va dans le bon sens, dans la morale, pas lui montrer qu'il faut faire telle ou telle chose pour devenir influenceur à tout prix. Est-ce que selon vous, certains influenceurs mesurent l'impact des paroles qu'ils ont parfois assez dures sur le web? Certains non. Certains non. Pourquoi? Parce qu'il y a des buzz qui ont eu lieu et après on a eu des excuses, des vidéos d'excuses parce que la personne ne mesurait pas l'ampleur de ses dires. Et c'est souvent, c'est comme par exemple, on dit que McDonald's met, je ne sais pas, une petite magie dans son burger pour que les gens aiment. C'est un peu la même chose quand une personne est devant sa caméra et qu'elle voit les likes, quand les gens appuient sur like, c'est en fait les likes qui font en sorte que parfois tu n'as même pas prévu de dire un truc, mais tu te retrouves en train de dire des choses et après tu regardes encore la vidéo et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est les likes en fait pour moi. C'est les likes, Et actuellement, Facebook a même mis une sorte de compensation qui s'appelle les étoiles. Et les étoiles, ça commence à partir de 99 centimes. Donc, tes followers peuvent te mettre des étoiles et quand ils te mettent des étoiles, ça se rajoute à ton gain mensuel. Donc, quand les influenceurs, pendant qu'ils font le live, quand ils voient les likes, ils voient comment les étoiles arrivent et tout, ils sont amenés à dire n'importe quoi et tout. Et ils oublient que les gens qui sont de l'autre côté de leur téléphone écoutent et les suivent. Ils les suivent parce qu'ils les aiment, parce qu'ils aiment leur personnalité, parce qu'ils aimeraient être eux. Mais moi, je dis, il faut souvent mesurer l'ampleur de ces dires parce que derrière les autres caméras, il y a souvent la plupart des jeunes personnes qui nous admirent et qui aimeraient être nous. Il faut être le bon exemple en fait. Pour ma part, il faut vraiment essayer, même si ce n'est pas facile. Je sais que beaucoup de gens préfèrent le buzz pour s'attirer du gain, mais il faut penser aux jeunes que vous influencez, il faut penser à eux. Pensez à ce que vous publiez, au contenu. Faites l'effort que le contenu soit positif, le plus positif possible. Pharmacien en biologie clinique et biologie médicale tropicale, exerçant dans plusieurs laboratoires de référence en Belgique. Précédemment assistant-chercheur à la faculté de Liège, M. André Ronba nous explique pourquoi certains êtres humains disposant des récepteurs, enzymes de conversion de l'angiotensine, ACE, dans les pays africains notamment noirs, réagissent autrement que dans d'autres pays et s'inscrivent pour la vaccination qui est un risque minimum. Les Africains disposent des ACE récepteurs qui jouent un rôle important. De quoi s'agit-il? Alors, je vois que vous êtes documenté et bon, vous me parlez des ACE récepteurs. D'abord, je dois dire que ce n'est pas que les Africains qui possèdent des ACE récepteurs. L'homme, les êtres humains que nous sommes, blancs, jaunes, rouges, verts, enfin pas verts, nous avons effectivement dans certaines de nos cellules ce qu'on appelle des récepteurs ACE. Ce sont des récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait, pour vous illustrer ça, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions sur ce virus des parties. Imaginez cette partie ici qu'on appelle protéine spike qui est impliquée dans l'entrée du virus dans l'organisme. Eh bien, imaginez que ce soit une clé
Et pour une clé, il faut une serrure. Et lorsque vous voulez rentrer dans une maison, lorsque vous avez la clé, vous avez la serrure, vous introduisez dans la serrure, vous ouvrez, la porte s'ouvre et vous rentrez dans la salle. C'est un peu la même chose. Donc, dans le cadre du virus à coronavirus, pour qu'il pénètre dans l'organisme, il a besoin de cet élément qui constitue la clé. Et la serrure, en quelque sorte, c'est ce que vous me disiez, vous citez, la CE, qui a un récepteur. Mettons que, dans mon explication, c'est la serrure. Donc, cette clé a besoin de cette serrure qu'est la CE pour ouvrir et rentrer et infecter la cellule. Il se fait que nous ne sommes pas égaux, tous les êtres humains, par rapport à ces qualités de serrure. Il y a des gens qui ont des bonnes serrures, il y a des gens qui ont des moins bonnes serrures. Il y en a même qui ont beaucoup de serrures, et il y en a qui ont très peu de serrures. Il y en a même certains qui n'ont même pas ces serrures. Donc, c'est là le problème. Ça pourrait être une des explications qui tenterait à démontrer que dans nos pays africains, notamment, et noirs, eh bien, il y en a certains qui réagissent autrement que dans d'autres pays concernant ce virus. Il pourrait effectivement être impliqué, puisqu'on sait que dans certaines populations noires, ces serrures font défaut. Tant mieux pour eux. Pour la petite histoire, ces serrures sont déjà impliquées sur certains médicaments contre l'hypertension artérielle. Et si vous avez fouillé correctement dans la littérature, vous verrez que ces médicaments-là, qui ont besoin de cette serrure pour effectuer l'effet anti-hypertenseur, ont besoin de cette serrure. Et on exclut, on met bien dans les notices que chez des gens qui n'ont pas ce récepteur, il ne faut pas donner ces médicaments. Eh bien, figurez-vous que pour ce qui concerne notre coronavirus, il a des clés, et parmi les serrures, il y a probablement, on l'a démontré, c'est ACE, ces récepteurs à l'enzyme d'angioconvertase. Eh bien, chez certaines personnes, et notamment chez les Africains, on a montré que certains d'entre eux ont un problème à leur avantage, parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de serrures pour des clés. Donc voilà cette histoire d'ACE concernant ce coronavirus. Le Cameroun attend 1 million de doses. Connaissez-vous le vaccin acquis par le Cameroun? Quel est votre avis sur la méthode d'acquisition? Faut-il les acheter ou solliciter des dons? Je pense qu'il faut que les gens soient fixés et que l'on dise la vérité aux gens. Il faut savoir que dans le cadre de l'acquisition de ce vaccin, il y a eu, bien au début de l'année 2020, une initiative dite COVAX. En fait, l'idée était venue de certaines personnes et certaines institutions qui se sont dit, on est face à une pandémie et on risque, si jamais on a un médicament ou un vaccin, à avoir certains pays qui ont de l'argent acheter ces vaccins, voire les fabriquer, rien que pour eux. Et que les autres pays, moins nantis, risquaient de ne pas avoir accès aux vaccins ou aux médicaments. Donc l'initiative COVAX est donc née pour faire en gros un genre de centrale d'achat. Donc essayer d'acheter soit des médicaments, soit le vaccin éventuel, à un prix donné raisonnable, afin de faire en sorte que, en cas de nécessité, tous les pays qui adhèrent à cette initiative puissent avoir la possibilité d'avoir, d'une manière équitable, le vaccin. Donc c'est ça l'initiative COVAX. Et le Cameroun s'est inscrit, me semble-t-il, dans cette initiative. Il y a plus de, je crois, 200 pays au début qui se sont inscrits dans cette initiative. Et l'initiative COVAX a donc sélectionné un certain nombre de vaccins, candidats éventuellement. Eh bien, c'est à partir de là que cette initiative COVAX, en s'appuyant sur l'OMS et d'autres partenaires de l'OMS, ont, lorsqu'il a été possible d'acheter les vaccins, en acheté. Eh bien, l'objectif, en tout cas ce qui s'était dit, c'est que chaque pays qui adhérait à cette initiative
lorsque le vaccin serait disponible, en fonction des besoins de ce pays, pourrait obtenir, si ma mémoire est bonne, 20% des doses souhaitées, à un prix raisonnable et équitable. Les 80 autres pourcents viendraient par après. C'était tout simplement pour permettre aux pays de pouvoir acquérir le vaccin, tous les pays qui ont souscrit à cette initiative. Donc le Cameroun est inscrit dans cette démarche. Et à ce titre, parmi les vaccins sélectionnés par cette initiative, le Cameroun a mis son dévolu sur AstraZeneca, dont on parlait tout à l'heure avec ce qui s'est passé au Danemark et dans certains pays scandinaves. Donc, l'acquisition, la démarche en elle-même, je trouve que le Cameroun n'a fait que faire comme les autres pour essayer de s'assurer qu'au moment venu, avec les moyens limités disponibles, ils auront aussi accès au vaccin d'une manière équitable. Et cette polémique qui enfle dans les réseaux sociaux pour essayer de savoir comment, personnellement, en tant que scientifique, en tant que quelqu'un qui utilise, je dis c'est la même chose dans la plupart des pays. Il n'y a pas que le Cameroun. Je suis là en train de donner des faits qui sont vérifiables. Donc, la démarche d'acquisition du vaccin par les autorités camerounaises répond à cette initiative COVAX et je pense que ce n'est pas. Maintenant, quant à savoir si on les a gratuitement ou pas, personnellement, j'estime qu'il n'y a rien de gratuit. Donc le Cameroun doit se doter des moyens pour acheter ces vaccins. Les dons, je ne suis pas favorable pour ce genre de choses. Nous devons être, comme les autres pays, capables d'acheter. On ne sait jamais. On ne doit pas dépendre uniquement des dons. Nous devons dégager les moyens pour pouvoir acheter nos propres vaccins afin de les distribuer. Donc moi, je suis défavorable en matière de vaccination aux dons. Je peux vous expliquer pour d'autres raisons et pour quelles raisons. Donc moi, comme je vous dis, moi je ne suis pas favorable aux dons. Vous savez, je ne veux accuser personne. Mais quand on vous donne quelque chose, j'aimerais bien m'assurer que ce que l'on donne, c'est par exemple les mêmes lots que l'on donne aux Français. C'est les mêmes lots qu'on donne en Belgique. C'est les mêmes lots que l'on donne. Dans notre imaginaire, on a déjà eu des situations où on nous a décrit des lots qu'on nous fourgue en Afrique parce qu'ils ont été refusés ailleurs. Ou bien des lots qui ne répondent pas à certains critères admis ailleurs. Et parce que nous n'avons rien, on nous les donne. Moi, je ne suis pas favorable à cela. Je pense que dans le cadre d'une pandémie comme celle-ci, nous devons nous donner les moyens d'acheter, comme les Français, comme les Belges, comme les autres pays, un minimum de choses. Parce qu'on n'est jamais à l'abri que le lot qu'on nous donne provienne tout simplement, peut-être, des non invendus ou de non moins bien conservés ou bien autre chose. Je n'accuse personne, mais je pense qu'on ne peut pas exclure cela et qu'à ce titre, nous devons pouvoir acheter sur le marché où tout le monde achète pour que nous soyons dans les mêmes conditions que les autres.